Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Nous sommes ravis de modérer cette session. Moi, Léa Guichard, et je suis accompagnée de Laura Rossio, qui prend plusieurs disons, thématiques concernant la douleur. Et on va commencer par Laura Rossio, qui va nous parler des articles de l'année. Tout en sachant qu'au cours de ce déroulé, on fera les questions après chaque session. On se posera pour 5 minutes de questions. Voilà, merci Laura. Merci Léa, bonjour. Bonjour pour être là et pour être encore courageux avec une journée de soleil pour discuter, parler, échanger sur la douleur. Je travaille à l'hôpital Bicêtre, je suis anesthésiste, pas originale, et je m'occupe aussi de la douleur. Et depuis que je m'occupe un peu, je suis allée un peu de l'autre côté de la barrière, j'ai commencé à regarder la chirurgie et l'analgésie d'une façon différente. Donc je veux partager avec vous ça. Alors, les articles de l'année, je tiens tout de suite à vous rassurer, je ne veux pas vous passer tous les articles de l'année. J'ai quelques conflits. Alors, j'ai choisi cet article-là pour commencer. C'est un article qui évalue et explore les facteurs des risques de douleurs chroniques post-opératoires. Bon, jusqu'à là, ça. Mais après chirurgie ambulatoire, je pense que tout le monde est toujours confronté à des réflexions type « Non, mais c'est une chirurgie ambulatoire, c'est un patient ASA, ça va, ce soir il rentre à la maison, tout va bien. » Bon, on va voir si c'est le cas. L'intérêt de ces papiers, c'est qu'il fait une évaluation aussi à 3 mois. On est un peu frustré en anesthésie, en analgésie périopératoire, parce qu'on manque cruellement de suivi à moyen et long terme. Donc, on ne sait pas ce qui devient ces patients. Ou bien, parfois, on le sait parce qu'il revient après un pèlerinage de quelques mois, voire quelques années, dans les centres antidouleurs. Et après, on explore et on voit que la douleur initiale, c'était lié à la chirurgie. C'est intéressant aussi parce qu'il explore la consommation d'opioïdes chroniques. C'est un sujet à la mode, mais on va voir que ce n'est pas seulement quelque chose qui intéresse une partie géographique de la planète, donc les États-Unis. C'est quelque chose qui commence à intéresser beaucoup d'autres pays, en tout cas pays occidentaux. À ce sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette étude, parce que c'est une étude multicentrique sur des patients donc opérés aux États-Unis, au Canada, mais aussi aux Pays-Bas. Alors, ils ont pris, c'est une grosse cohorte qui fait partie d'une étude plus importante, des patients ayant bénéficié d'une chirurgie de au moins 1 heure, globalement dans l'année 2022, donc chirurgie moderne, des patients jeunes, 45-64 ans, donc très jeunes, ASA 2 ou 3, et des patients plus âgés, ASA 1. Donc en gros, les patients qu'on voit classiquement dans la chirurgie ambulatoire. Donc ces patients ont été évalués avant la chirurgie pour les types de chirurgie, les antécédents médico-chirurgicaux, donc en gros une consultation d'anesthésie, les traitements pharmacologiques et les scores d'anxiété-dépression. Ça, c'était plutôt un score binaire s'ils étaient ou pas anxieux ou dépressifs. Et chez ces patients, ils évaluaient la douleur moyenne qu'ils avaient en préopératoire sous moyenne de 24 heures. Ensuite, ces patients, ils étaient réauditionnés 3 mois après sur la douleur résiduelle éventuelle au niveau du site opératoire, si cette douleur était sévère et si éventuellement ils consommaient des opioïdes à 3 mois. Rapidement, les BIP, qui étaient traduits aussi en français, c'est quand même un des outils qui est envisagé par l'HAS. C'est intéressant parce qu'il prend en compte déjà la douleur dans les 24 heures en moyenne, et puis tous les impacts que la douleur peut avoir dans la vie quotidienne, dans le travail, dans les relations avec les autres, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces patients ils ont repris une vie normale. Donc avant la chirurgie, il y avait 2045 patients, avec très peu de données manquantes, donc ça c'est aussi assez intéressant, à peu près répartis de façon équitable hommes-femmes. Et de ces 2000 patients, il y en avait plus de 700 qui avaient déjà des douleurs chroniques préopératoires. Des 700 patients, 400, ils avaient des douleurs dans le site opératoire. Bon, ça a donné l'indication par la chirurgie peut-être. Et parmi les 700 patients qui avaient des douleurs chroniques, il y avait 170 patients qui prenaient des opioïdes à long cours. 3 mois après,
de ces demi-patients, il y en avait 247 qui avaient encore des douleurs. Je rappelle, c'est une chirurgie ambulatoire chez des ASA1 ou ASA2. Et de ces patients-là, il y en avait 184 qui avaient une douleur sévère. Si on regarde la consommation d'opioïdes, il y avait 137 patientes qui avaient une nouvelle consommation d'opioïdes, enfin, qui avaient une consommation d'opioïdes, et de ces 137, il y en avait 66 qui étaient des nouveaux consommateurs d'opioïdes, c'est-à-dire des patients ASA1, ASA2, pour une chirurgie mini-invasive en ambulatoire, qui quand même, 3 mois après la chirurgie, prenaient des opioïdes. Alors, c'est une cohorte prospective, donc il y a quand même des données qui nous manquent. Déjà, savoir les 171 qui prenaient les opioïdes avant, pour quelles raisons ils les prenaient. Ne serait-ce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une chirurgie banale amène à 3 mois encore de consommation d'opioïdes. Ça peut sembler peut-être beaucoup. Alors, pardon, j'ai oublié. Une chose importante, c'est que 247 représentait 12% des patients, donc 12% des patients, ils avaient des douleurs chroniques en post-opératoire. Tout ça est assez cohérent si on regarde les grosses séries américaines. Alors, ils sont un peu plus avant que nous, hein, parce que c'est un papier qui date de 2020, et depuis les choses ne se sont pas améliorées, parce que là, il y a recensé 530 décès imputables directement aux opioïdes à visée thérapeutique dans les patients donc post-opératoires. Et là, ils sont à peu près à 200 patients par jour de décès aux États-Unis. Donc voilà, ça montre que la problématique est quand même importante. Donc ce qu'il faut voir dans cet article-là, c'est que ce soit la chirurgie mineure ou la chirurgie majeure, il y avait quand même 6% des patients qui, entre 3 et 6 mois, consommaient encore des opioïdes. Après une chirurgie banale, donc là c'est un peu difficile à voir, mais globalement c'est hernie inguinale, mastectomie, césarienne. Donc quelque chose quand même qui nous fait réfléchir. Et quand on retourne à notre article, on voit que les facteurs associés avec la chronisation de la douleur à 3 mois, c'est la chirurgie, donc la chirurgie orthopédique, on a parlé tout à l'heure, la chirurgie du sein, ça on sait bien, la chirurgie vasculaire, le tabagisme. Et le tabagisme revient aussi lorsqu'on fait une analyse en sous-groupe et on regarde les patients qui ont des douleurs à 3 mois de type sévère. Donc après, bien évidemment, les critères classiques qui reviennent, c'est la douleur chronique préopératoire, ça on le sait, et l'utilisation chronique d'opioïdes en préopératoire. Les tabagismes, alors on dit tous aux patients qu'il faut qu'il arrête de fumer parce que c'est bien pour la cicatrisation, mais bon, la douleur, on sait vaguement que c'est quelque chose qui ressort, et bien c'est quelque chose qui est d'actualité parce que si on regarde la littérature de cette année, on voit qu'effectivement, lorsqu'on compare la douleur, la consommation de PCA-IV en post-opératoire entre les fumeurs et les non-fumeurs, les fumeurs ils consomment plus. Et lorsque les patients ils font l'effort d'arrêter de fumer, bien évidemment, ils consomment moins de morphiniques, mais si ces patients ont arrêté depuis 3 mois, c'est encore mieux. Le tabagisme actif, on parle toujours de tabagisme actif, c'est quelque chose qu'on sait bien, retarde la cicatrisation et réduit la vascularisation des tissus. Donc il y a une mauvaise régénération, notamment des tendons. Donc ça, on le voit d'autant de plus qu'on touche à tout ce qui est la chirurgie orthopédique. Et ça se traduit aussi sous une durée prolongée de l'hospitalisation, une EVA plus importante en post-opératoire. Et pourquoi? Comme ils ont voulu étudier dans l'équipe de Wang, un papier qui date d'il y a 2 ans, on voit qu'effectivement, les fumeurs, ils ont moins de production d'endorphines et ils ont plus de production des substances P. Donc en fait, ils ont plus la tendance à avoir une hyperalgésie par rapport aux patients qui ne fument pas. Autre chose qui revient, c'est l'éducation. C'est les patients, dans notre article d'anesthésiologie, on voit qu'il y a des patients qui consomment des opioïdes de façon chronique.
Mais on ne sait pas trop pour quelles raisons ils consomment des opioïdes de façon chronique. Et pas mal d'équipes, ils ont voulu étudier pour quelles raisons les patients ils continuent à prendre des opioïdes le long cours. Et est-ce qu'il y a peut-être un mésusage, donc ça veut dire utiliser les opioïdes pas parce qu'ils ont vraiment mal, mais parce qu'ils ont peur d'avoir mal, par exemple, ou parce qu'ils pensent que de toute façon, j'ai eu une douleur, ils m'ont donné des anti-inflammatoires de paracétamol, ça n'a pas marché, ils m'ont donné du tramadol, ça marche, et donc chaque fois que j'ai une nouvelle douleur qui n'a rien à voir avec la douleur post-opératoire, je vais directement sur les tramadol parce que je sais que c'est les plus efficaces. Donc, à gauche de l'écran, vous voyez, c'est une étude qui date de 2020 dans laquelle ils ont voulu faire ce qu'on appelle une éducation thérapeutique, c'est-à-dire expliquer aux patients quelle est l'utilisation optimale et l'indication de l'utilisation des opioïdes avant la chirurgie et à la sortie de leur hospitalisation. Et en fait, les patients qui avaient reçu une éducation thérapeutique, même si l'éducation thérapeutique, c'est un terme qui est emprunté à la médecine, à la maladie chronique, mais on va dire éduquer les patients à utiliser correctement les médicaments, eh bien, on voit que ces patients, effectivement, ils consomment moins d'opioïdes en post-opératoire. Ils ne sont pas masochistes, ils ont juste probablement compris mieux le fonctionnement. Ces concepts ont été repris quelques années plus tard, toujours par l'équipe de Wang, dans lesquels, effectivement, l'éducation thérapeutique elle était agrémentée aussi de l'infographie, parce qu'on sait qu'il faut plusieurs moyennes pour pouvoir faire entrer certains concepts, parce que chacun de nous, il a des véhicules d'apprentissage, des vecteurs d'apprentissage qui sont différents. Donc, avec l'aide de l'infographie, ils ont effectivement retrouvé les mêmes résultats et par rapport à la prise en charge standard, donc donner une ordonnance, expliquer comment prendre les médicaments, c'est quand même plus efficace en termes de diminution de la consommation d'opioïdes et aussi une amélioration des scores de douleur. On va plus loin. Quand on parle des RAC, on parle de participation active du patient. Et participation active du patient, le patient il participe lorsqu'il y a une alliance thérapeutique avec son médecin, mais lorsqu'aussi il comprend ce qu'il doit faire. Parce qu'on est de plus en plus dans l'autonomisation du patient, de la chirurgie ambulatoire, en tout cas en réduction des temps d'hospitalisation. Donc ça veut dire que les patients, après, ils se retrouvent un peu tout seuls à gérer sa douleur et ses problèmes. Et ces papiers, c'est assez intéressant parce que ça a été fait par une équipe de chirurgiens. Donc, les chirurgiens se sont intéressés à la douleur chez les patients opérés pour mastectomie pour des cancers et ils ont voulu faire une cohorte historique, c'est-à-dire ils ont fait un avant-après la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique sous la gestion des opioïdes. Éducation thérapeutique qu'ils ont fait aussi bien aux patients, mais aussi aux médecins. Et donc, on voit bien qu'il s'agit quand même de mastectomie, plus ou moins curage, plus ou moins de prothèses dans le même temps. Donc, c'est quand même de la chirurgie assez importante. Et donc, ils ont pris à peu près 400 patients avant, donc une cohorte historique, et 350 patients après la mise en place de ces systèmes d'éducation thérapeutique. Mais en plus, j'ai dit, ils ont fait une éducation aussi aux chirurgiens et aux anesthésistes parce qu'ils ont implémenté tout ce qui était les moyennes d'épargne morphinique intraopératoire et aussi une analgésie multimodale post-opératoire. Donc, ils ont voulu regarder combien de patients avant et après ils continuaient à prendre d'opioïdes en post-opératoire. Et bien, il y avait une diminution significative. Donc, avant la mise en place du protocole, c'était 40%. Là, c'était 30%. La chirurgie du sein, c'est quand même une des chirurgies les plus fréquentes dans notre pratique. Donc, ça représente beaucoup de patients. Et aussi, en termes de prescription, vous voyez que dans la majorité des cas, avant le protocole, la quasi-totalité des patients, ils avaient une prescription, une ordonnance de sortie avec 150 mg de 1000 équivalents de morphine, enfin d'équivalent morphine par os. Et après la mise en place du protocole, c'était un réduit des 2/3. Donc, c'était assez important. Bien évidemment, la consommation chronique d'opioïdes, c'était d'autant
plus réduite dans les chirurgies plus douloureuses parce que forcément, l'événement, on peut le mettre en évidence mieux. Mais pas tous les patients sont des naïfs d'opioïdes, pas tous les patients, c'est des patients lambda en chirurgie ambulatoire, donc des patients qui ont quand même un contexte assez standard. Il y a aussi des patients qui ont vraiment des gros douleurs chroniques et qui ont des consommations d'opioïdes depuis longtemps et depuis avec des consommations assez importantes. Ces patients-là, peut-être, ils ont besoin d'une prise en charge un peu plus solide, plus à large spectre, ce qu'on veut essayer de faire passer dans ces papiers avec les concepts Transitional Pain Service. En gros, c'est un service virtuel parce que c'est une éducation multidisciplinaire qu'on fait à des patients qui consomment d'opioïdes à long cours ou des grosses quantités d'opioïdes qui sont des facteurs quand même de vulnérabilité à la douleur importants comme anxiété, dépression, des patients fibromyalgiques et des patients qui vivent des stress émotionnels majeurs. Et ils ont pris les patients qui, par définition, ils ont un stress périchirurgical majeur, c'est les patients qui vont être opérés au niveau du rachis. On sait que globalement, ça dépend des séries, ça dépend des patients, ça dépend de plein d'autres facteurs, mais le patient qui est opéré de chirurgie du rachis, il a des douleurs résiduelles, voire des douleurs augmentées entre 30 et 40%. Donc c'est quand même une chirurgie qui est associée à une chronicisation et une aggravation une diminution de la qualité de vie assez importante. Donc ils ont sélectionné ces patients sous des critères assez clair, hein, donc entre 60 et 200 mg d'équivalent morphine par os par jour, c'est quand même pas rien. Des patients qui étaient sous morphine ou quand même opioïdes depuis 6 mois au plus. Et puis voilà, des patients un peu particuliers. Donc ils ont commencé à créer par une prise en charge à distance par psychologues et anesthésistes experts en douleur, parce qu'il faut quand même penser que c'est des patients extrêmement compliqués, qu'ils ont fait déjà un tourisme médical important. Et l'objectif, c'était soit de sévrer, soit de réduire les opioïdes, même éventuellement en faisant de la rotation d'opioïdes pour réduire les doses quotidiennes. En plus de ça, ils ont introduit une analgésie multimodale. Alors là, ils parlent d'analgésie multimodale, mais en fait, ils ont utilisé aussi beaucoup de moyens non médicamenteux, et quelqu'un il va nous parler mieux de ça. Et bien évidemment, psychothérapie. C'est des patients qui sont fragiles sur les plans psychologiques. Et alors, à gauche, vous voyez la consommation moyenne d'équivalent de morphine, d'opioïdes, c'est-à-dire l'équivalent de morphine en préopératoire, c'était 40 mg par jour avant d'être opéré. Immédiatement à la sortie, ça avait doublé forcément, mais au but de cette prise en charge qui commençait en préopératoire, mais qui continuait après, donc pour un moyen de suivi d'à peu près 8 semaines, ces patients, ils arrivaient, bien sûr en moyenne, à avoir juste 30% de morphinique par rapport à ceux qui avaient avant l'opération. Donc non seulement ils arrivaient à descendre par rapport à le périopératoire, mais même par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et à droite, vous pouvez regarder la trajectoire de chaque patient. C'était 26 patients. Alors bien évidemment, il y a une variabilité interindividuelle très importante, mais ce qu'on va retenir, c'est la quasi-totalité des patients. Au pire, ils revenaient au morphinique à la consommation préopératoire, mais dans la grande majorité, il y avait quand même une diminution de la consommation des morphiniques. Donc ça veut dire que ces patients, ils avaient moins mal. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est que la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas une chirurgie zéro douleur, zéro problème, zéro complication. C'est plutôt une chirurgie challenge parce que les patients, ils vont être seuls devant sa douleur. On est aussi confronté à une diminution de tout ce qui est la médecine des villes, donc les services, qu'ils soient infirmières ou médecins des villes. Donc ces patients, ils se retrouvent souvent un peu démunis. Que l'utilisation chronique d'opioïdes après une chirurgie mineure, c'est une réalité. Ça ne concerne pas que les États-Unis. C'est le tabagisme actif, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui est pourvoyeuse quand même de chronisation de la douleur.
Dans les programmes RAC, quand on parle d'éducation thérapeutique, quand on parle d'information aux patients, il faut absolument intégrer l'éducation aussi de l'analgésie et de la gestion des analgésiques. En particulier, si c'est des patients compliqués sur les plans de la douleur et de la fragilité, il faut mettre en place quand même un circuit multidisciplinaire avec des intervenants experts en douleur chronique. Et qu'un programme multidisciplinaire, c'est peut-être quelque chose qu'on peut commencer à envisager pour des patients qui sont vraiment à risque de complications. Je vous remercie.